Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. C'est peut-être l'impulsion du décès d'André Arthur et le nombre d'écoutes des capsules mémorables maintenant de M. Arthur qui ont fait la différence. Mais il y a beaucoup de gens qui se joignent à nous en tant qu'abonnés de YouTube, le canal Parents et Amis. Alors, merci d'être là. Sur Apple Store, je le rappelle, vous pouvez télécharger gratuitement l'application des balados Parents et Amis. Très simple, très facile sur un cellulaire. On n'a pas encore la version pour les autres téléphones, mais en tout cas, pour Apple, ça fonctionne bien. C'est pratique et c'est facile d'utilisation. Mon invité est conseiller en vin à la SAQ depuis 1983. Il est un véritable expert, une référence. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on le dit souvent. Bonjour, Christian Martel. Hey, salut, Gilles. C'est vrai? Ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 30 ans. Certainement. Je sais pas, je pense que oui. Dans mes plus vieux collaborateurs, il y a bien sûr Luc Dupont. Ça a commencé à l'époque, une époque où j'étais plus radio d'affaires publiques, donc à Choix, en 2001, ça a commencé là, donc ça fait peut-être 15-20 ans. Mais dans ton cas, ça avait commencé à Énergie. Écoute, début des années 90, au milieu des années 90. C'est ça. Ben, écoute, dans le temps de la jungle, là, j'allais te voir une fois par année au moins au vin nouveau. Hein? Comme quoi on peut commencer de toutes les façons. Il faut commencer quelque part. Hein, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est pas la même frénésie. Non, c'est pas la même chose. C'est ça. Peut-être un petit peu en Europe, mais pas tant que ça. Mais ça a baissé partout. Oui. Je vais mentionner aussi que tu as fondé une entreprise d'animation, de dégustation de vin. Ouais. Et tu es assez flexible, j'ai trouvé ça le fun, dans des restaurants. J'ai vu que tu en avais fait chez Chic Alors. Exactement. On a fait avec une dégustation de pizza. Tu sais, Chic Alors, c'est des pizzas haut de gamme, c'est super bon. Puis on avait 2 pizzas différentes avec 4 vins. 4 vins différents. Tu sais, on avait un blanc, un rosé, un Chianti, puis un ripasso. Mais tu sais, c'est drôle parce que... Les 4 peuvent faire selon la pizza ou quoi? Non. Les 4 peuvent pas faire nécessairement. Justement. Mais c'est de voir là, qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est drôle, hein, parce que tu demandes aux gens lequel va être le meilleur. On est porté à penser pizza Chianti tout de suite en partant. Ben oui. C'est le pire de la gang. Pourquoi tu penses? C'était le pire. À cause, entre autres, du fromage. Le fromage que dans la pizza, ça allait pas très, très bien avec le rouge. Tu sais, puis le Chianti, là, c'est assez sec. Ça n'a pas beaucoup de fruits, des bons tanins. Fait que si tu baisses le fruit un petit peu, puis tu développes le moins une petite amertume, imagine-toi, là, ça te met en relief tous les tanins puis l'acidité. C'est vrai, j'avais oublié le côté fromage, puis tu fais partie de ceux, puis je le lis de plus en plus. C'est pas parce que je te croyais pas que le fromage et le blanc, c'est un meilleur accord. Absolument. Je l'ai encore fait récemment là, avec mes groupes de dégustation. Tu dois avoir des rébarbatifs, des réfractaires. C'est sûr, au début, c'est et certain. tu fous, toi. Non, ça se peut pas. Ça va être le rouge qui va être le meilleur. Ouais. Mais quand tu prends le temps de t'arrêter, là, moi, je dis aux gens, écoutez, là, est-ce que c'est bon, ça, là? Pas sûr. Il est passé où le fruit qui était dans le vin tantôt? Il est passé où? Il n'y en a plus. Tout ce qui reste... Il est annulé par annulé à cause... Les tanins réagissent beaucoup avec les produits laitiers. Ça développe une amertume. Même des fois, ça peut goûter le métal. Mais voyons. C'est pas bon. Tu sais, quand tu t'arrêtes à ça, là, c'est vraiment pas bon. Tu vas pas chercher le maximum, c'est ça. Mais vraiment pas. Okay. Ça va te détruire le meilleur des rouges. Et tu as ton site Internet, je vais le mentionner aussi, parce que quand même, on peut pas dire qu'on vous donne 1 million pour venir te parler. Fait que c'est le fun de pouvoir redonner. Et il y a bien des gens qui sont intéressés aussi. On peut en savoir plus. Je sais que tu fais des petites chroniques, puis tout ça, puis des genres de Saviez-vous que j'aime bien lire. C'est toujours pratique. Donc, christianmartel.net. Voilà. Très simple de même. Toutes les semaines, comme tu dis, des petites rubriques, saviez-vous que, ou encore des textes un peu plus profonds. Puis des c'est le fun, hein? Ça te fait une petite recherche, tu t'embarques là-dessus. Moi, j'aime ça. Oui, c'est le fun. Puis en même temps, comme tu dis, ça me permet de faire des recherches. Puis c'est comme ça que tu restes à date aussi dans le domaine. Là. Parlant de rester à date, j'ai une question très large pour commencer. Je veux dire aux gens qui nous entendent 2 choses de plus, là, qui vont venir. Si vous écoutez pas au complet, moi, je vous invite à écouter au complet. Mais il y aura, quand on va mettre en ligne le podcast, il y aura quelques vins que Christian a sélectionnés, rosés et quelques passe-partout. Des vins que tu peux offrir à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, ou presque. C'est ça, pour plusieurs occasions. Pour plusieurs occasions. Des fois, on se dit, je sais pas trop ce qu'il va manger, je sais pas trop ce qu'il aime comme vin, qu'est-ce qu'elle aime comme vin. Fait que c'est genre, on va répondre à ça avec des choix précis. Et les numéros de code de la SAQ pour les gens, c'est plus facile. Oui, plus facile de trouver. Tu prends une photo de ça ou n'importe quoi, puis tu arrives à la SAQ, puis c'est parfait. Et d'autre part, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. En fait, les questions sur le vin, il y en a une infinité liste, mais on ne fera pas la liste au complet, mais il y en a
On va s'en garder pour je un veux dire autre. infini liste, ça va être plus français. Ah oui? Et oui, je pense que oui. À mon oreille, ça sonnait mal. Puis on va être capable de faire un bon tour d'horizon. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire sur gilesparent.com. Il y a contact, puis il y a des gens qui nous écrivent pour des commentaires, pour des choix d'invités, des gens qui aimeraient entendre, puis tout ça. Fait que Oui. on vous lit, c'est très gentil. Donc, on commence là, je t'explique, c'est que ce qui nous frappe, c'est que comme consommateur, on a remarqué, technologie aidant, probablement tout ce qui s'appelle avancée de la science, dans bien des domaines, il y a des choses qui changent. Entre autres, ce qui nous frappe le plus, c'est les fameuses bouteilles qui se dévissent maintenant. C'est pas nouveau de cette année, mais on comprend que ça prend de l'ampleur. Donc, il y a ça. Il y a des bouteilles différentes maintenant, avec des petits caps en vitre. Entre autres, dans le rosé et dans le blanc, on voit ça à l'occasion. Donc, des nouveaux bouchons, des procédés de fabrication, d'embouteillage qui sont différents. Alors, ma question très large pour toi, est-ce que les producteurs ont beaucoup changé les étapes? Parce que tu pourrais me dire, non, il y a des affaires depuis des centaines, des milliers d'années qui n'ont pas changé. Ça prend du raisin. Ah ben oui, c'est ça, on n'a pas le choix. Hein? Mais dans le fond, du côté des terrains, du sol, des soins, rotation des lots, parce que je sais que des fois, on arrête pendant 4-5 ans, on arrête des sections complètes, puis après ça, on les repart, la fermentation. En gros, est-ce qu'il y a des avancées aidées par la technologie et la science? Parle-moi de ça en général. C'est sûr que si tu parles, mettons qu'on compare à l'informatique. Tu t'achètes un téléphone, puis 6 mois après, il est démodé. Là. C'est sûr que dans le vin, ça va pas aussi vite que ça. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, puis ce qui ne faisait pas beaucoup là, il y a 25, 30 puis 40 ans. OK. On fait juste parler des terrains. Là. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais été visiter, là, ça paraît bien de le dire, en Italie. À Vignonesi, qui est une très bonne maison en Toscane. Puis à un moment donné, on a commencé ça. Ça prend quelqu'un pour y aller, Christian? Il faut, c'est ça, pour sacrifier de temps en temps, c'est ça. On arrive dehors, on était devant un champ. C'était même pas de la vigne, c'est un champ. Là, il dit ça, là, il dit les plantes que tu vois là, il dit ils travaillent pour nous autres. Ah bon? Il dit eux autres, là, sont en train là, de développer des racines, puis en plus, sont en train de amener de l'azote dans le sol. Parce que de l'azote, il y en a plein l'air. Mais la vigne en a besoin, entre autres pour la fermentation. Ça avait-tu été planté, ce que tu voyais là? Ça avait-tu été amené? Ça avait été planté. Il y avait une raison pour ça. Là, ça poussait en friche comme ça. Là, OK, ça avait l'air d'un champ... un champ ordinaire. C'est la rue Bédard à Limoilou. À peu près, là, c'est ça. Un peu de n'importe quoi là-dedans. Puis là, parce que ça prend de l'azote, mais c'est drôle parce que la vigne a besoin d'azote, entre autres pour la fermentation, mais elle n'est pas capable de la prendre dans l'air. Elle la prend dans le sol. OK. Fait que là, il y a différentes plantes qui vont amener de l'azote dans le sol, puis qui vont aider la vigne après ça à pousser convenablement puis donner des raisins qui vont être faciles à faire fermenter. Ça, c'est une chose. Il y a aussi tous les vins biologiques aussi. Toutes ces technologies-là qui sont amenées. Parce qu'on s'est aperçu au fil du temps là, que c'est bien beau prendre de l'engrais chimique, puis des désherbants, puis des ci, puis des ça. Sauf qu'à un moment donné, on tue les microbes qu'il y a dans le sol. Alors, qui sont nécessaires. Il y a de la vie là-dedans. Ouais, c'est nécessaire. Il y a de la vie dans le sol. Alors, si tu tues ça, ben, tu tues la vie dans le vin aussi. Là. Est-ce que j'ai vu aussi que certains gardent des champs pour avoir des fleurs, que les abeilles vont polliniser, puis qui vont distribuer, qui vont avoir un plus pour la récolte? Ça, oui, ça peut amener ça. Ça peut être un plus certain. Puis des fois, tu vas voir, dans certains vignobles, il y a des fleurs ou d'autres plantes au bout des rangs de vignes. Ça, des fois, c'est une alerte. Une alerte parce que si ton plant de fleurs est attaqué par une maladie, ta vigne va suivre pas longtemps après. OK. C'est un flag, comme on dit le flag. Là. Exactement. S'il y a un problème là, attention. C'est ça, parce que ça, c'est plus sensible à telle maladie. Alors, si le plant de fleurs est attaqué, ben, ça fait sûr que... Au moins, ça te donne le temps de réagir. Ça te donne le temps de faire quelque chose pour sauver ta vigne. Puis il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, tout autant au niveau de la vinification, les températures contrôlées, qu'on n'avait pas nécessairement avant. Là. Puis il y a beaucoup de choses qu'on sait maintenant, qu'on ne savait pas ou on faisait d'instinct, donc qui permettent de faire des vins qui sont de mieux en mieux aujourd'hui. Il y a probablement moins de pertes. Le but, là, tu sais, je regarde à peu près tout ce qu'il y a de récolte, je regardais pour le sirop d'érable, ça va faire eux autres, c'est de ne pas en manquer, de ne pas perdre leur place en épicerie, parce que quand il y a une baisse de fourniture, d'autres prennent la place. D'autres prennent la place. Fait que le vin, c'est la même chose, le gars qui n'est pas capable de réussir. Mais en même temps, je me rappelle de l'expérience, tu en avais parlé pas mal, en Australie, où on avait poussé un petit peu trop la machine en mettant des copeaux de bois dans les barils pour aller plus vite. Tout ça. Là, j'exagère. Non, ça s'est fait, là. Ça s'est fait. Écoute. Mais ce que je veux dire, on peut pas... Ça se fait encore. On peut pas... Oui, probablement. Ça se fait encore. C'est pas écrit en gros sur... Oui. Ah, mais là, tu me rouvres une porte. Je trouve ça intéressant. Parce que...
Tu sais, les copeaux... C'est vouloir là, aller trop vite, dans le fond, c'était ça. Hein? Ouais, mais pas tant. Là. Pas tant que ça? Ah non, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un texte là-dessus aussi. On dit quoi, c'est un sacrilège ou c'est technologique, l'affaire? OK. Moi, je pense plus vers la deuxième option. Tu sais, des fois, se faire juste entendre parler, ils ont mis des copeaux là-dedans, puis là, le monde lève les bras en l'air, ça n'a pas d'allure. Savais-tu que c'est impossible à détecter? Non, je ne savais pas. Écouter un vin, il va dire, lui, là, c'est des copeaux, lui, c'est un tonneau. Tu ne pourras pas détecter ça. Ça ne se détecte pas. OK. Fait que, mais pourquoi pas? Moi, je me dis, bon, si tu peux faire un vin qui est à moins cher, à moindre coût, va avoir un petit côté boisé qui va amener une complexité parce que tu as utilisé des copeaux. OK. Pourquoi pas? J'haïs pas ton idée. Je comprends ce que tu veux Pourquoi dire. pas? C'est que si c'est pas détectable, si c'est pas mauvais, si c'est pas dangereux. Pas du tout. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Absolument rien. Même que je lisais qu'ils mettent des copeaux dans certains tonneaux usagés. Parce qu'un tonneau usagé, là, il n'y a même plus de goût de bois. Il n'y en a plus là-dedans. Non. C'est de la micro-oxydation, tout simplement. OK. Alors, comme tu vas avoir un petit goût de bois, ils mettent un peu de copeaux dans le tonneau, et tu vas y voir que du feu. Ça leur permet d'utiliser à nouveau les tonneaux. Ben oui. Tu ménages des arbres, pourquoi pas? Dans le fond, ça te ramène à un point que tu as déjà mentionné. Souvent, autant les Italiens que les Français, mais surtout eux, parce que c'est les pionniers, souvent, il y a des vieux qui sont moins ouverts à la nouvelle façon de faire que les plus jeunes générations, qu'eux autres, regarde, ils vont. Il y a des nouvelles technologies, on a avancé, puis on avance nous autres aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va dans la même lignée. C'est qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, c'est un sacrilège, c'est épouvantable de faire ça, mais quand tu t'y arrêtes, toi, tu l'as regardé, tu as analysé ça, tu as dit, pourquoi pas? Peut-être avoir des vins à 15$ qui vont avoir un certain goût, qui vont être intéressants. Des vins de semaine qu'on appelle. Ben oui, c'est ça. Depuis la pandémie, on a des vins de semaine, fin de semaine, tout le temps. Tout le temps. Des vins de tout le temps. Des vins de tout le temps. Ben oui. Puis on resterait surpris. Hein? Il y a peut-être des vins haut de gamme là, qui sont faits comme ça. C'est sûr que les producteurs s'en vanteront pas. Ben non, pas. C'est pas très vendeur. J'ai jamais vu sur une fiche technique, là, on a utilisé des copeaux de telle grosseur. Puis tel. J'ai jamais vu ça. Sauf que ça existe. Gardez-les, séchez-les et faites un bon barbecue. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, ouais. Ah non, tu sais, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Puis la même chose pour les bouchons. Là. Tu parlais des bouchons. Tu sais, autrefois, c'était des bouchons de liège. Oui, il y en a encore d'ailleurs, évidemment. Il y en a encore, puis il va toujours en avoir. Je pense qu'il y en aura toujours. Puis après ça, on est passé à, comme tu disais, là, des bouchons de verre. Oui. On voit ça sur certains rosés. Pourquoi? Moi, je trouve ça cute, Ben mais oui, je sais pas si c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça fait le travail. Ben, parce que des rosés, c'est pas des vins de garde, là. Non. Okay. Mais tu sais, ça, là, c'est un débat qui finira jamais. Là. Parce qu'il y en a qui disent, le liège, il n'y a rien de mieux que ça pour garder des vins longtemps. Oui. Parce qu'il y aurait une communication entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Aïe aïe. Tu sais, c'est qu'il permettrait de passer un petit peu d'oxygène qui va aider à mieux faire vieillir le vin. Mais quand tu questionnes des producteurs de vin là-dessus, moi, la majorité m'ont tout le temps répondu, écoute, il n'y a pas de communication avec l'extérieur et l'intérieur. Un liège bien imbibé, c'est aussi étanche que du caoutchouc. Même, il y avait Émile Penneau qui était une sommité dans les années 70. Lui, il disait, là, on pourrait boucher tous les vins avec du caoutchouc, ça ferait pareil. Fait qu'il y en a pas. C'est pas sexy, mais ça marcherait. Mais ça marche. Lui veut dire le goût, c'est donc, quand un vin est bouchonné, est-ce que c'est nécessairement qu'il a été mal, on a mal mis le bouchon? Non, c'est le bouchon qui n'est pas correct. C'est le bouchon qui n'est pas correct, parfait. Fait que ça, c'est important ce que tu dis là, parce qu'il y avait des gens qui vont dire, ils ont mal mis le bouchon. C'est pas ça pas tout. Pas ça du tout. S'il y aurait mal mis, mettons que le bouchon, là, il serait pas tout à fait la bonne grosseur, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, là. Tu viens pour ouvrir ta bouteille, puis le bouchon tourne avec le tire-bouchon. Oui. Ça veut dire que là, il est un peu petit. Ce que ça peut peut-être provoquer, c'est de l'oxydation. OK. Mais de l'oxydation, là, c'est tu prends une pomme, tu la coupes en deux, puis tu la laisses à la table, tu sais ce que ça fait. Oui, le vin, c'est pareil. Oui. Il y a trop d'air qui est rentré dans la bouteille. Mais ça, c'est pas un vin bouchonné. Un vin bouchonné, là, c'est une molécule qui fait. C'est de la moisissure, en fait. Ouais. C'est comme s'il y avait de la moisissure dans le bouchon, puis c'est pas long. Comme le bouchon est en contact avec le vin, ben, ça le contamine complètement. Est-ce que c'est poison? Non. OK. Mais très désagréable. À ton avis, est-ce qu'il y a des producteurs, peut-être des jeunes générations, qui font maintenant l'ensemble de leur vin, peu importe la gamme, d'entrée de gamme, milieu de gamme ou haut de gamme, tous avec des bouchons soit dévissables ou des bouchons de vitre? Est-ce qu'il y en a qui vont délaisser? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il faut qu'ils tiennent compte de l'intérêt de l'acheteur ou de l'acheteuse, tu comprends? Ça. Si les gens veulent pas payer, mettons, par exemple, 57 € un bon Bordeaux, puis qu'ils le voient, mettons, puis avec il y a encore du chemin à faire pour accepter que le dévissable soit aussi prestigieux, mettons. C'est ça. Le dévissable n'a pas atteint le prestige. C'est ça. Mais il est efficace, c'est ça que tu me dis. Très efficace. Ça élimine
presque totalement. Je dis presque là, parce que je me garde 1,1% là, d'autres choses. Ça élimine presque complètement que ton vin soit bouchonné. Donc, la production dans une année, tu as des pertes beaucoup moins grandes. Ben, beaucoup moins grandes, c'est ça. Puis tu as combien de gens qui boivent du vin bouchonné puis qu'ils ne le savent pas? Ah, je suis sûr que je fais partie de ceux-là, moi. Aucun doute. Parce que je me rappelle, tu sais, quand tu as des vrais connaisseurs, d'autres, on le prend du oui, puis surtout quand tu manges, tu as un mélange de goût, fait que tu dis, ah oui, il est bon, il fait. Là, l'autre le prend, mon Dieu, il est bouchonné. Ah, non, ouais, il me semblait aussi, hein. Ça, là. Ah, oui. Là, tu essaies de rattraper. Je le savais, mais je ne l'ai pas dit. Ben, ouais. Je voulais pas en parler, c'est ça. Mais des fois, c'est très bouchonné. Des fois, tu rouvres la bouteille, là. C'est du vinaigre. Tu sais, quand ça sent la vieille cave humide, là. Tu sais, des anciennes maisons là, de terre battue, là, tu sais, que ça sent ça, là. Un vin ne doit pas sentir ça. Si ça sent ça, c'est parce qu'il est bouchonné. Mais des fois, ça l'est, mais juste un petit peu. C'est pour ça qu'il y a un maître, comment ils appellent ceux qui sont dans les restaurants? Là, les sommeliers. Les sommeliers, excuse-moi, qui m'avait dit, la plupart du temps, quand un vin est vraiment bouchonné, tu n'as pas besoin d'y goûter. Tu sais tout de suite. Toi aussi, hein, si tu l'ouvres, tu vas faire paf! Tu n'as même pas envie de goûter à ça. Okay. Des fois, ça embaume la pièce. Des fois, on se demande, parce que c'est important pour ceux qui nous entendent, parce qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée, puis il y a toujours un Joe connaissant dans ça. Ah, moi, je te le dis. Mais il m'avait dit, tu peux pas te tromper. Quand tu ouvres ça, puis ça sent pas bon, oublie ça. Oublie ça. Ça sera pas bon. Puis il y en a qui disent, on va le garder pour faire de la sauce. Ben non, comment veux-tu faire une bonne sauce avec un vin qui est pas bon? Là, oublie ça. Là. Il est pas bon, il est pas bon. Il n'y a rien à faire. Tu le retournes à SAQ. Tu le ramènes à SAQ, tout simplement. Mais avec une capsule dévissable, tu peux considérer que ça n'arrivera pas. Puis en plus, ton vin, c'est prouvé, va mieux se conserver. À part ceux qui disent que ça empêche le vin de bien vieillir parce qu'il y a une communication avec l'intérieur et l'extérieur, comme je disais tantôt. Et si tu prends pour acquis que ça n'existe pas, il n'y en a pas de problème. À ton avis, je sais que tu m'avais dit, quand on prend les vins bouchonnés, parce qu'on est là-dessus, je pense que c'est toi qui me dis ça, mais je suis presque sûr, tu me dis, quand tu arrives avec des vins, mettons, qui ont 75 ou 80 ou 90 ans, ça devient encore plus dangereux, même si c'est des vins qui ont une très grande valeur. On ne sait pas s'ils ont été très bien conservés, s'ils ont été mis dans les conditions idéales, X, Y, Z. Le risque augmente qu'un vin bouchonné. Non. C'est pas toi qui as dit ça? Non, un vin bouchonné tout de suite en partant. OK. Il ne l'est pas avec le temps. C'est ça que tu me dis? Il est en partant. OK. Parce que le coupable, c'est le bouchon. Donc, ça doit être mon beau-frère qui est de chaud. Ce qui va arriver, par exemple, c'est qu'un vin, ça a une durée de vie. Tu sais, mettons, prenons un vin de garde. Ça va s'améliorer. Et garde, c'est quoi pour toi, garde? C'est 25-30 ans, c'est quoi? Ouais, à peu près. Mettons au moins 10 ans. OK. Au moins 10. Ça, c'est puis de la longue garde, peut-être 20 ans, mais ça, il y en a de moins en moins, heureusement. Parce que les vins, on veut les boire tout de suite. On ne veut pas attendre 20 ans. Surtout à l'âge qu'on est rendu, on ne veut pas attendre 20 ans. Pas de temps perdre. Non, il va. Pas de temps perdre avec ça. C'est ça. Mais, vois-tu, ton vin a une durée de vie. Il va se transformer. J'aime mieux utiliser ça, moi, que s'améliorer. Parce que le vin ne s'améliore pas nécessairement en vieillissant, il se transforme. Il va se transformer en quelque chose de différent. Il va perdre son fruit. Il va avoir des arômes un peu plus animaux, plus viandés, plus, par exemple, des arômes de champignons. Tu vois un peu, là, des fois, même des odeurs de feuilles mortes, qu'on aime ou on n'aime pas. C'est pas parce que c'est un vieux vin que tu vas nécessairement aimer. Moi, des fois, je dis aux clients, je dis, écoutez, là, avez-vous déjà goûté à ça, des vieux vins? Non. Mais j'en fais vieillir une vingtaine d'années. Bon, attendez un peu. On va vous trouver quelque chose. Là, des fois, parmi les vins espagnols, on réussit encore à trouver des vins qui ont déjà été vieillis. Qui ont une dizaine d'années. OK. T'sais, achète ça, goûte ça, on s'en reparle. Puis des fois, il y a... Ouais, j'ai aimé ça. Ou des fois, regarde, faisant pas trop vieillir. On va acheter des vins qui vont être prêts à boire là, plus rapidement. C'est parce que c'est ça que t'aimes. Parce que tu vas avoir le fruit qu'il y a dans le vin. Puis le fruit, c'est en jeunesse que tu l'as. C'est pas après 25-30 ans. Là. OK. C'est vraiment pas tous les vins qui peuvent traverser Puis ça. un vin de garde, fait que t'es pas capable de me dire, dans le fond, qu'un vin de garde, un vin qui pourrait se rendre longue garde, mettons jusqu'à 20 ans, si je le prends après 7 ans, est-ce que je viens troubler le plaisir de le prendre? Ou il va être juste moins différent de ce que je t'ai... Moi, je trouve que c'est moins pire de le prendre à 7 ans qu'à 27, que de le prendre à 27. Je comprends. Si tu dépasses la date, t'as plus de chances d'avoir perdu. Ben oui, parce que des fois, là, il est sur le déclin. OK. C'est un peu comme les humains. Hein? on s'améliore tout le temps. OK, ça veut dire que le gars qui va dans un encan, c'est pas nous autres, là, c'est pas nos deux, puis qui paye, mettons, 3500 €, un vieux vin, il est mieux de pas l'ouvrir. Il le garde comme une peinture. Il le trouve beau, il prend dans ses mains, il essaie de pas l'échapper. C'est ça, Mais je comprends ce que tu veux dire. Il pourrait être déçu à l'ouvrir. Il va probablement être déçu. Tu sais, un vin qui a 100, 150 ans, c'est fini, ça. Moi, j'ai vu là, dans des caves en Bourgogne, tu sais, peut-être vu aussi, là, des bouteilles avec de la mousse dessus. Oui, t'as de la misère à lire l'étiquette complètement. Oui, j'ai vu ça.
Tu sais, puis le gars, il disait, c'est tout fini, ça, là. Il dit, mais c'est bon pour le touriste, là. Les gens aiment ça. Bon, Ben je comprends des photos. Mais oui, les gens aiment ça. mais voir c'est ça, le fun des de voir, vieilles tu sais, le bouteilles. vigneron qui disait ça dans le fond. C'est fini, ça, oublie ça. Il n'y a rien de buvable là-dedans. Là. On oublie ça. C'est complètement terminé. C'est fini. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas bon indéfiniment. Là. On va en reparler tantôt parce que là, on part dans la question, on s'en va, on tire à peu près partout aujourd'hui, mais oui, toujours c'est ça, avec là. l'intérêt et l'expert devant nous qui devrait être capable de répondre à ça. C'est une question que je trouve intéressante parce qu'elle a été posée dans un forum, puis moi, je me la posais aussi. Fait que je voulais savoir, moi, personnellement, dans le rouge, j'aime ça, les alliages. Malbec, mêlé avec un autre, deux, trois ensemble. La question, c'est est-ce que les mélanges, les alliages de différents cépages sont aussi prometteurs qu'un seul cépage? Absolument. C'est aussi bon. Est-ce que c'est meilleur ou ça peut être aussi bon? Je dirais, c'est les deux, en fait. Bon, tu prends, par exemple, en Bourgogne, c'est du pinot noir dans le rouge. Il n'y a que ça. Dans le blanc, c'est du chardonnay. Il n'y a que ça aussi. Parce que le cépage, on estime qu'il est complet en lui-même. Okay. C'est vrai aussi. Il est capable de faire tout ce le qu'il a à travail. faire. Okay. Beaux fruits, de l'acidité, les tanins, tout est là. Tu vas aller, par exemple, dans les Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône, dans le sud, là où tu as les Châteauneuf-du-Pape, entre autres, puis toutes les Côtes-du-Rhône village. Là, tu vas avoir du Grenache, Syrah, Mourvèdre. Ces trois-là, la plupart du temps, qu'on appelle les cuvées GSM. Parce que le Grenache, c'est un très bon cépage. Il y a plein de fruits là-dedans. Puis il produit beaucoup d'alcool aussi, parce que c'est un raisin qui est très, très sucré. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'acidité, il n'y a pas beaucoup de tanins. Ce qui fait que quand c'est juste en Grenache, souvent, c'est sur le fruit, mais il manque quelque chose. OK. La longueur en bouche, il ne l'a pas. Il manque un peu d'équilibre. Le squelette n'est pas là. Alors, on va y rajouter de la Syrah. C'est un peu plus de tannique. Puis souvent du Mourvèdre. Le Mourvèdre aussi, là, ça a des bons tanins, certaines acidités. Ça vient le compléter. Tu sais, la faiblesse de... Les trois ensemble sont meilleurs comme ça. OK. Les trois ensemble sont meilleurs qu'un tout seul. Parce que ma crainte, quoi, je veux dire la crainte d'un consommateur qui ne connaît rien que je suis, j'aime ça, mais je ne connais pas ça autant, c'est que je me disais, ça doit être des restants. Ah non. non, mais je suis pas tout seul à avoir pensé à ça. Non, absolument. Hey, on fait un mélange de 4-5, venez-vous-en, on fait du Kool-Aid, un petit peu raisin, un petit peu de fraise, tous les restants. On mélange ça. Mais ça n'a rien à voir, ça. Que ça me dit, non, parce que c'est étudié, ça, là. C'est contrôlé, je présume? C'est contrôlé, parce que même, là, c'est une autre affaire que j'avais vue en France, là. On est arrivé dans une place, une maison où j'avais déjà été dans le sud-ouest de la France, mais une couple d'années avant. Puis c'est la première fois, là j'y allais avec mon épouse Manon. Puis là, ben, le gars, il dit, comme t'es déjà venu, il dit, on va faire une autre expérience. Il arrive, là, ça avait l'air d'un lab de chimie, là, tu sais, les cylindres gradués, puis tout le kit. OK. Le bécher, puis on y va. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, ça me rappelait un peu de mauvais souvenirs sur le coup. Là. La chimie secondaire 5. Oh boy, quel cauchemar. Puis là, ben, on arrive là, puis il dit, là, je suis en train de faire mes assemblages. Ah! Fait que là, un peu de ci, un peu de ça, puis là, ils font tout ça à petite échelle. Puis là, il y avait 2-3 assemblages. Puis le plus drôle de l'affaire, il nous a fait goûter à ça. Mais là, il m'a dit à moi, il dit, c'est pas ton avis que je veux l'avis de ta femme. Oh! Parce que toi, t'es un professionnel. Il dit, je veux avoir l'avis de la cliente. Elle a goût de quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'elle aime le plus? Pas obligé de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle aime le plus? OK. Ben, c'est ça. Alors... Puis quand ils atteignent le mélange qu'ils veulent, là, qui est à leur goût, ben là, ils le reproduisent à grande échelle. C'est là qu'on voit, c'est pas des restants. Hein. C'est tout étudié, c'est tout calculé. Tu sais, des fois, là, on goûte des vins, là, comme dernièrement dans un club. Il y avait un vin, il y avait 2% d'un cépage, je me souviens plus lequel. Ah, j'ai vu ça aussi, une infime, mais qui fait une différence. Ah, oui, c'est le sel puis le poivre dans la recette. Tu sais, le monde dit, pourquoi ça? Ben, c'est ça. Ça fait-tu vraiment une différence? Ça peut en faire une. Ben, s'ils le font. Ben, c'est ça. S'ils le font, c'est parce que c'est là pour quelque chose. C'est pas là pour rien. Mais non, c'est tout étudié. Là, tout est. Puis ceux qui n'en ont pas besoin, on le fera pas. C'est ça que tu dis? Ceux qui sont complets. Il y a les cépages qui sont complets par eux autres mêmes. Tu sais, comme en Bourgogne, comme je te disais tantôt, le pinot noir, c'est le seul qui est autorisé. Ils n'ont pas le droit d'en mettre d'autres. Fait qu'à ce moment-là, tu y vas avec ça. Puis c'est rare que le pinot noir va être assemblé avec autre chose. Très, très, très rare. OK. Dis-moi, est-ce que les jeunes vins provenant de récoltes exceptionnelles, donc peuvent se comparer aux vieux vins exceptionnels vintage? Donc, c'est-tu clair ma question? Moi, je la comprends en termes de qualité. OK. Je sais pas si c'est ça que tu veux me dire. Oui, exactement. Des Parce fois, qu'on est porté à entendre des fois des vins qui ont vieilli sont toujours meilleurs. Non. Plus chers sont toujours meilleurs. C'est des gros clichés. Je sais que tu es détruit à chaque fois. Ils sont différents. OK. Ils sont différents. Parce que tu peux avoir là, un vin qui est jeune, qui peut avoir, oui, un certain potentiel, parce que des fois, il peut être un peu carré, puis il va s'améliorer avec le temps. Sauf que tu dis, la matière est là, tu sais, il y a du beau fruit, tout est parfait.
Mais l'autre vin qui a vieilli à côté, il va être différent. Il va être plus en finesse. C'est vrai, les tanins sont moins durs, c'est moins d'agressivité. Mais c'est pas au détriment de l'autre, il est différent. Mais c'est complètement différent. T'sais, un qui est sur le fruit, l'autre qui est sur ce qu'on appelle les odeurs tertiaires, un peu comme je te disais tantôt, là, les odeurs un peu viandées, animales, un peu feuilles mortes. Mais ça, on aime ou on aime moins. Il y en a qui adorent les vieux vins, d'autres pas du tout. Moi, personnellement, les vieux vins, c'est pas ma tasse de thé. Je me suis aperçu que finalement, c'est pas ce que c'est quoi un j'aime le vieux plus. vin pour toi? C'est à partir de combien d'années, mettons? Ah, ça, c'est pas pareil pour chaque vin. Ah, OK, c'est ça. On peut pas dire ça, mais c'est le fun que se pose la question parce qu'elle on se la pose. C'est sûr qu'on se la pose. Posée régulièrement. Parce que moi, je veux l'impression... Encore là, regarde, c'est le cliché. Je vais te laisser répondre à ça, mais le cliché, c'est... On est porté à dire, écoute, c'est vraiment gros, là, mais je l'entends à chaque fois SAQ par du monde qui magasine. Je me dis, je suis peut-être colombe, mais je suis pas tout seul. Fait que les gens vont dire, non, ils vont dire, le blanc, c'est pas important. Ils vont dire, je peux prendre un blanc 2021, puis on s'en fout, regarde, c'est pas important le blanc. Fait que les gens sous-estiment le blanc, ne connaissant pas peut-être la variété du blanc. Le rosé, ça va de soi aussi. Fait que finalement, on dit, dans le rouge, fais attention, par exemple. Fait que là, je me dis, OK, parfait. Jusqu'à quel point l'âge est important? Jusqu'à quel point il joue une différence? De moins en moins. Je te dirais que, tu sais, la majorité des gens vont acheter le vin puis ils vont le prendre le lendemain ou le soir même. Puis, tu sais, des gens qui font vieillir du vin, là, 10 ans, 20 ans, moi, écoute, je me fais pas poser cette question-là souvent, là, dans une année. Là, dans une année complète, là, peut-être 3-4 fois. Là. Tu sais, c'est des gens... Un cadeau, mettons, lui, c'est un maniaque, une cave à vin à pu finir. Je veux de quoi de spécial. Bon. C'est ça. Là, je veux une bonne bouteille. OK, on pourrait mettre le prix. Ben, connaissez-vous ses goûts? Des fois oui, des fois non. Ben, tu sais, c'est pour ça, moi, je pose beaucoup de questions, là, pour vraiment être capable de cibler, là, ce que. Mais essentiellement, les gens veulent. Ce qu'on vend, mettons, à la SAQ. Prenons, si on te faire des prix, entre 15 et 25, il y en a tellement, là, mais mettons de 25 à 40. Ouais. Un petit peu moyen et haut de gamme, là. Ouais. Ça commence à être dans le volume, je parle. C'est quoi les années, surtout, à peu près? Prenons là, tu me dis que ça dépend des vins. Là, mais je veux juste savoir, j'ai l'impression souvent que c'est 2017, 2015. C'est rare qu'on va en bas de ça, sinon tu montes d'un prix. Là. Ah, ben, ouais, même en bas de ça, il n'y en a presque plus. Tu sais, comme là, dans Bordeaux, là. Okay. Bordeaux, là, il y a eu 2015 qui était exceptionnel. Une année exceptionnelle. Ouais. Mais j'en ai presque plus. J'en ai une fois de J'ai entendu ça, c'est drôle, il y a quelques jours, à la SAQ, si tu pognes un 2015 Bordeaux, achète. Moi, c'est ça, je dis aux gens, là, écoute, du 2015 en Bordeaux, là, profite-en pendant qu'il y en a. Là, regarde, là, j'en ai reçu un. Des fois, je n'ai pas du tout. Ça tire ça à la fin. C'est une très bonne année. Mais là, on est à Bordeaux. Si on s'en va en Californie, oublie ça. Là. Pas pantoute pareil. 2015, c'est pas la même chose. Tout ça étant en température et haute. Ben, sol. Tu sais, en Californie, t'es allé aussi. Là. Ben oui. T'sais, moi, je suis allé 2 fois, j'ai jamais vu un nuage là. La température est constante. Des mauvaises années en Californie, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. La température est constante. On envoie à la vigne exactement l'eau qu'elle a besoin. Tellement drôle, hein? La brume le matin qui se lève, t'as l'impression qu'il va mouiller, puis là, quand ça se lève, mais ça doit contribuer, ça, c'est humide, le matin, puis le soleil vient plomber après. T'as des vignobles en altitude, là, en Californie, là, qui sont capables de survivre juste à cause de cette brume-là. Il pleut pas. Il pleut pas. Juste la brume, une coupe d'heure, là. Ça fait assez d'humidité pour être capable de survivre là-dedans. C'est incroyable. Mais tu sais, à chaque année, c'est comme ça. À chaque jour, c'est comme ça. Donc, des mauvaises années, ça n'existe pas. C'est 2015 à 2022, le lot de ce qui se vend le plus, mettons? Tu dis, non, ben là, 2022, là, on n'a pas. Parce non, 2021. Donc... Même à ça. On va être avant-gardiste. Là, j'ai dit 2. Ouais, t'es avant-gardiste. Les raisins n'ont pas poussé encore. Non. C'est ça. Ben, tu as, par exemple, 2000... On commence à avoir dans Bordeaux du 2019, mais de l'entrée de gamme. OK. Parce que les autres, là, tu sais, habituellement, là, des vins plus haut de gamme, t'as ça 3 ans après. Comme là, on va commencer à avoir là, des bons 2019. Là. Ça va commencer en 2022. Comme des fois, il y en a qui arrivent et me disent hey, là, moi, je vais avoir une bonne bouteille. Mon fils est né, puis je vais acheter une bonne bouteille. Ben, il est né quand? Ben, il est né cette année. Ben, là, il va falloir passer dans 3 ans. Ça va pas trop. Le vin n'est pas fait encore. Est-ce que, par exemple, pour un vin précis, prenons le Bordeaux, tu parlais d'un 2015 qui est une très bonne année. Est-ce que ça veut dire qu'en magasin, un 2015 pour être, mettons, je dis n'importe quoi, 33 piastres, puis le 2014 qui est une moins bonne année va être un peu moins cher? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il ne sera pas à 10 piastres. Peut-être à 27, 28, okay. Là, c'est ça, oui. Ça, ils vont jouer sur les prix des fois comme ça. Là. Mais une bonne année, ça ne veut pas dire que les autres ont été pourris aussi. Là. Non. C'est ça qui est embêtant. Là. Il y a tellement entre de facteurs. Il y a tellement de facteurs. Parce que le gars, il cherche juste, ou la fille cherche juste 2015. Tu peux avoir un 2013 qui a eu de l'allure ou un 2016. Absolument.
C'est pas vrai que dans des années moins bonnes, que tout le monde a fait du mauvais vin, là. Puis c'est pas vrai dans les grandes années que tout le monde a fait des vins extraordinaires. Ça dépend de la qualité là, du producteur en question. Ouais. Il y en a qu'on sait, il y en a qui sont plus consciencieux que d'autres, qui travaillent mieux que d'autres. Donc, tu sais, oui, il y a l'année, mais il n'y a pas juste ça. Il faut tenir compte du producteur aussi. Question, on a fin mai, début juin, donc question sur le rosé. Ouais. Moi, je faisais à la blague quand j'étais à la radio, je disais à partir de 21 degrés, vous pouvez ouvrir le rosé. Ouais, puis il y a ça, encore c'est des vrai, gens qui m'en parlent. Ah ouais? Il y en a qui m'écrivent des fois, hey Gilles, 21 degrés, tu dois te prendre du rosé aujourd'hui. On C'est peut, merveilleux. aujourd'hui, on peut. Donc, est-ce que les rosés plus foncés sont toujours plus sucrés? C'est une question qui revient souvent. Ça, puis je suis content que tu la poses. Parce que ça, là, on entend ça des fois. Là, les gens nous disent ah, alors lui, là, j'en veux pas, là, il est foncé, il doit être sucré. Alors, il y en a qui sont sucrés. Mais je pense que les gens font référence un petit peu, là. Pendant que tu fais ça, moi, je vais aller tasser un chien. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Continue sur le rosé. C'est parce qu'il veut voir du rosé. Là. C'est ça le problème. Là. Ben, c'est ça. Vois-tu, le rosé, les rosés les plus foncés, c'est pas nécessairement qu'ils sont sucrés, parce qu'il y en a qui le sont, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a des rosés qui sont très, très, très sucrés, qui sont très pâles, puis il y a des rosés aussi qui sont quand même très foncés, qui peuvent aussi être très, très secs. Ça va dépendre beaucoup, entre autres, là, de la méthode qu'on a utilisée pour le fabriquer. Mais c'est vraiment pas un critère là, qui est important. Il ne faut surtout pas se fier là, à la couleur du rosé pour savoir si vous allez l'aimer ou pas. Parce qu'il peut être sucré, il peut être très, très sec, peu importe qu'il soit foncé ou pas. Ça n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mettons, qui est plus orangé? Sa méthode de fabrication. Comme par exemple, tu es allé en Provence. Oui. Les rosés là-bas, là, ça veut dire que c'est 90% des productions de rosés. C'est incroyable. Je suis allé voir une ça. production complète, moi, du début à la fin, des machines, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est le vin le plus dur à faire. Hein? Il est comme orangé, puis c'est ça qu'ils ont dit. C'est très difficile. Les 2-3 premiers jours, ils ont dit tout se passe là. Trop longtemps, ça marche pas. Exact. Pas assez longtemps, ça marche pas. Faudrait Exact. t'expliquer un peu comment ça. Ben, c'est parce que Dans le fond, c'est du rouge. Tout dans le vin, tout est question d'équilibre. Hein. C'est que là, en fait, c'est du rouge, en fait. C'est des raisins à vin rouge. Parce que, tu sais, tu peux pas faire du rosé avec des raisins verts, là. Tu sais, ça donnera pas de couleur. Sauf que c'est un rouge, en fait, mais qui va... Au début, ton jus est blanc. Parce que la couleur est dans la peau. Ouais. Et ça va se colorer tranquillement. Là, ça va devenir un petit peu rosé, puis de plus en plus. Puis si tu laisses aller ça va devenir du vin rouge. Mais c'est quand? C'est quand, là, que tu dis, là j'ai atteint la couleur que je veux. Je veux pas avoir trop de tanin non plus, parce que dans la peau des raisins, il y a du tanin. C'est très critique à ce moment-là. Tu sais, si tu attends trop, tu es trop foncé, tu vas avoir l'air d'un rouge pâle, pas ça que tu veux. Si tu le fais trop vite, ben là, tu vas manquer d'équilibre, pas assez de tanin, pas assez de couleur non plus. C'est très, très, très critique. Mais les plus pâles, pour en revenir à ça, c'est du pressurage direct. Ça, là, imagine un cylindre. OK. Moi, je dis aux gens, mettons, à peu près comme un chauffe-eau, mais à l'horizontale, mais quelque chose de beaucoup plus gros que ça. OK. Là, ils mettent les raisins là-dedans. Les peaux, les pépins, tout le kit. Puis là, à l'intérieur, ils vont gonfler. C'est un ballon qui gonfle. Il appelle ça un pressoir pneumatique. Puis là, ben, le ballon gonfle, puis il va faire une pression sur les raisins. Le jus sort. Le jus qui va commencer à s'écouler. Après ça, ils vont le dégonfler. On va faire à peu près un quart de tour à ça. Puis on recommence. On peut répéter cette opération-là 4-5 fois. Ça va donner un rosé qui est pâle, hein, dont le jus est très, très pâle. Après ça, on sépare les parties solides et liquides. On envoie ça dans une autre cuve. Puis là, ça continue de fermenter. Si tu veux avoir un qui est sucré, ben tu vas couper la fermentation avant qu'elle se termine. OK. Fait que là, tu vas avoir un pourcentage d'alcool bas, mais un paquet de sucre qui n'a pas été transformé. Parce que, tu sais, je pense beaucoup, moi, qu'il y en a un qui est assez sucré, c'est celui de Gallo. OK. Rosé. Mais il y a une clientèle pour ça. Là. Mais comme il est plus foncé un petit peu, beaucoup de gens associent... Ils font le lien. C'est un gros vendeur aussi, j'imagine. Absolument. Il se vend beaucoup. Mais c'est un rosé qui est sucré. Bon, mais c'est bien correct. Là. Moi, j'ai une question de curiosité. Mettons qu'à l'aveugle, tu as un rosé très froid, puis tu as un blanc très froid. Peux-tu te méprendre, même si le rosé, dans le fond, est du rouge? Je le croirais. En tout cas, ceux qui connaissent moins ça, oui. J'ai pas fait l'expérience. Là, parce que le goût, tu dis qu'il est beaucoup moins fort quand c'est trop froid. D'ailleurs, ça goûte plus rien. Bien souvent. Tu perds tout le fruit. Tu perds le fruit. Tu pourrais te faire prendre, dans le fond. Tu pourrais te faire prendre. Ben, on peut se faire prendre avec des rouges, imagine-toi, avec un rosé. Tu sais, là, parce qu'il existe des verres à vin qui sont noirs, complètement noirs.
Fait que tu peux pas voir la couleur du vin. Pour des dégustations à l'aveugle, justement. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. On regarde dans le noir total. C'est pas évident. Ouais. Question ici qui est intéressante aussi, je crois. Toutes les questions sont intéressantes. Est-ce que l'équipe de recherche du podcast est extraordinaire? Est-ce que les vins nature, les vins bio sont assurément sans aucun agent extérieur à la nature ou s'il y a juste moins d'intervention? Autrement dit, tu peux être nature totale, ou ça veut juste dire on le taponne moins, on joue moins dedans? Ben, les vins nature ou bio, là. C'est pas tout à fait pareil. Les vins bio, on va commencer par ça, simple. Les vins bio, ça veut dire que dans le vignoble, ils n'ont pas utilisé de produits chimiques. Rien. Pas d'engrais chimiques. Nature. Tout est naturel. OK. Tout est naturel. Les engrais, ça va être des engrais naturels aussi, soit des déchets d'animaux. Des fois, s'il y a une bestiole qui n'est pas bonne pour la vigne, ils vont emmener le prédateur. Puis, travaille bien. Oui. C'est correct. Ça, c'est correct parce que pour l'environnement, on est mieux. Numéro 1. On est en train de tuer le sol. Donc là, on s'organise là, pour faire revivre ça. Pour que ça vive. Mais là, on va tuer un autre mythe, par exemple, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi, j'aime ça des vins bio, il n'y a pas de sulfite. Oh, erreur. Là, je ne veux pas, comme on dit, excusez l'expression, péter votre ballon, sauf que il y en a. Mais semble-t-il qu'il y en aurait un petit peu moins. Bon, un petit peu moins. On va y aller là-dessus. Mais je ne suis pas en tout cas. Mais ça donne bien mauvaise presse, les sulfites. On voit ça partout. Moi, je me promenais sur les forums français, espagnols, puis sulfites partout. Tout le monde parle des sulfites. Bon. Comme si c'était la gangrène, le cancer assuré. À peu près, oui. Tu dois t'en faire parler souvent, toi aussi, les sulfites. Je veux pas de sulfites, j'ai mal à la tête, ça donne mal à la tête. Puis, on va dire une chose. Il y en a dans tout, c'est jamais ça le problème. C'est jamais ça. 16 verres de vin, ça se peut que ça donne plus mal à la tête que le sulfite. Effectivement, ça oui. Puis, les gens arrivent et ils me disent des fois, là, moi, ça me prend un vin qui n'a pas trop de sulfite, là, parce que là, je viens rouge, j'ai mal à la tête. Ouais, OK. Puis là, je pose mes questions, là. OK, c'est-tu pire pour les rouges ou pour les blancs? Souvent, ce qu'on me répond, les blancs, pas de problème, c'est les rouges. Bon, tout de suite, en partant, on a un problème, parce qu'il y a plus de sulfite dans le blanc que dans le rouge. Bon, là, tout de suite, en partant, ça marche pas, là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi on rajoute des sulfites? Parce que la fermentation en produit des sulfites. Naturellement. Naturellement. Donc, tous les vins, un vin sans sulfite, en partant, ça n'existe pas. C'est pas un vin. Un verre d'eau. À peu près. On pourrait dire ça. Mais on va toujours en rajouter un petit peu. Parce que c'est un antiseptique, ça protège contre les microbes, c'est un antioxydant aussi. Ça, c'est important. Un antioxydant. C'est pour ça qu'on le fait. Mais, tu sais, quand les gens ne sont pas convaincus, là, je continue. Quand vous mangez les chips, qu'est-ce qui se passe? La confiture, beurre de pinot, tout ce que je viens de nommer là, il y a des sulfites là-dedans. Là. Il y en a partout, dans tout. Mais on dirait qu'il y a juste dans le vin que c'est dangereux. Tu comprends l'affaire? Oui, très bien. Mais souvent, là, dans le rouge, là, des fois, c'est des réactions au tanin. Ça n'a rien à voir avec les sulfites. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y en a quand même dans le vin bio. Dans le vin nature, pour bien faire la différence, c'est le vin le moins trafiqué qui existe. OK? C'est, en fait, des sulfites ajoutés, il peut en avoir, mais très, très peu. Mais tout va être naturel. En partant, il faut que ce soit bio. Puis ça prend aussi des levures naturelles. C'est-à-dire que dans le vignoble, dans l'air ambiant, il y en a des levures. Ça va se coller sur la peau des raisins. C'est pour ça, des fois, sur certaines bouteilles, tu vas voir levure sauvage. Ça veut dire que le vin a été vinifié avec les levures de l'air ambiant. Mais souvent, on va en rajouter. C'est dur à capturer? Ou... Ah oui. Ouais. Oui. Puis, parce qu'il faut que tu sois sûr que c'est des bonnes levures. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que des fois, on va les neutraliser, puis on va prendre des levures cultivées. On va être sûr d'avoir une bonne fermentation. Égal. Mais ça, dans le vin nature, tu n'auras pas ça. Mais par contre, ça fait un vin qui est moins stable, parce qu'il n'y a presque pas de sulfite. Donc, des fois, il faut que tu les boives un peu plus rapidement. Mais il y a une grosse mode là-dessus. Puis, écoute, il me semble que c'est Jean Aubry qui avait dit quelque chose, moi, que j'ai trouvé ça savoureux. Il me semble que c'est Aubry qui avait dit ça. On essaie de nous faire croire que les défauts d'antan sont devenus la qualité d'aujourd'hui. OK, je comprends. C'est un peu ça l'affaire. Mais tu sais, il y a une grosse mode là-dessus. Bon, on peut pas être contre, sauf que on voit que ces vins-là, parfois, tu peux avoir des odeurs un peu désagréables, tu sais, parce que c'est un peu... des fois, ça va sentir un peu l'écurie. C'est certaines levures qui vont causer ça, les fameuses brettes qu'ils appellent. Ça, dans le fond, c'est des vrais amateurs de vin ils diraient si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Ben, c'est ça. Lâchez-moi à mode. Là. On aime ou on n'aime pas. Mais il y a le monde du vin n'échappe pas à ça. Là, Christian, est-ce qu'on peut garder les bons vins blancs aussi longtemps que les bons vins rouges? La réponse, c'est oui.
La réponse, c'est moi, oui. j'aurais dit non, parce que Mais je connais pas ça. La réponse, c'est oui. On le sauf voit que peut-être moins. On le fait moins. OK. Parce que, tu sais, les blancs, ben, tu sais, mais c'est pas comme les rouges, hein, c'est pas n'importe quel blanc que tu vas pouvoir garder longtemps. Tu sais, la majorité, comme on disait tantôt, la majorité des vins rouges qu'on achète sont prêts à boire dès qu'ils sont mis sur le marché. Oui. C'est la même affaire pour les blancs. Mais tu vas avoir des grands blancs, tu sais, comme des Meursault, puis des grands bons rachets. Ou des premiers crus Chablis, des choses comme ça de haut niveau. Des grands crus. Tu sais, Ouais. des grands vins de ce monde. Tu peux garder ça à 20, 25, 30 ans aussi. Là, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme la majorité des autres vins, on n'a pas l'intérêt de le faire. Une sous-question, est-ce que tous les vins s'améliorent avec le temps? Ah non. Oh que non. Oh que non. Mais si t'avais Oh dit que oui, non. j'aurais été surpris, compte Ah, tenu non, de ce non, que non, je te suis depuis longtemps, t'aurais dit ben non. Oh non. Tu viens de l'expliquer même en début en disant Tu sais, les parce vins que de garde. des fois, là, tu sais, les vins sont bons là, ils vont se maintenir, ils atteignent un plateau, mais après ça va redescendre. Tu sais, ça se gardera pas indéfiniment. Là. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'avais déjà pris connaissance d'une statistique à un moment donné. Il disait que 95% des vins qui sont achetés à la SAQ sont bu dans les 48 heures. Puis je le croirais, là. Oui, oui. Parce que je le Pas tout le monde croirais. qui achète une caisse pour les 2 prochaines semaines. Là. Ah, Souvent, c'est pas une tout le monde, ou c'est deux ça. bouteilles, puis en way, go. Tu sais, là, regarde, là, on mange telle affaire, là, On va y aller. puis, on achète ça, 2-3 bouteilles, merci, bonsoir, puis c'est parfait, là. Mais ça 2, prend- 3 bouteilles, c'est pour une personne, ça? Oui, oui, bien sûr. Tu sais, puis la majorité des gens, c'est ça qu'ils veulent. Tu sais, tu veux pas nécessairement faire vieillir du vin, tu veux l'avoir là. Les producteurs se sont ajustés à ça. Là. On fait des vins aujourd'hui, tu sais, avec les moyens technologiques Prêts à comme boire. on parlait tantôt, Ouais. ils sont prêts à boire beaucoup plus rapidement. Tu sais, on va récolter plus tard aussi pour avoir des raisins plus mûrs qui vont donner plus de fruits, plus des tanins souples aussi. Est-ce Donc, que c'est tu plus dirais que les agréable. vins de, mettons, prenons nos prix à nous, là, 15 à 25 piastres, il y a une meilleure offre en compte tenu de ça? Plus de choix? Ah, du choix, il y en a beaucoup. OK. On va dire, je te dirais, mettons, là, c'est sûr que là, ça 15, 30 ça ou 20, augmente tout le 30, temps un petit peu. Là. Ouais, mais 20, 30. 18, 19, aller jusqu'à 27, 28, là. Bon, Dieu, tu peux C'est là que ça t'amuser se passe, là-dedans. Ah, tu peux t'amuser là-dedans, là. Puis regarde, là, il y en a des bons vins. Il y en a. Puis il y en a partout. Tous les pays font des bons vins. Tu sais, il n'y a plus juste la France puis l'Italie, là. Tu sais, on est ailleurs partout. là. L'Espagne, Même- le Portugal, on en parle de plus en plus. Ah, bon, les vins portugais, moi, je dis tout le temps, regarde, c'est les meilleurs rapports qualité-prix du marché. C'est encore vrai? C'est encore vrai, certain. Ah oui, regarde, c'est magnifique, là. Moi, un de mes vins préférés, d'ailleurs, je t'avais déjà parlé, qui est le Cortez de Sima, entre autres, à 20 à peu près. Là. Je vais dire une chose, il y a de la matière là-dedans. Il se passe de quoi, là? Même des vins du Douro autour d'une quinzaine de dollars, il se passe quelque chose, là. Tu sais, c'est des rapports qualité-prix extraordinaires. Même dans des endroits, le Liban, tu sais, les vins libanais, il n'y en a pas énormément, mais essayez-vous, vous allez voir. Là. Moi, je n'ai jamais été déçu avec un vin libanais. Jamais. Jamais. Faut-tu manger du Libanais avec ça? Ouais? Oh non. Je le savais bien. Ah oui, J'étais c'est juste ça. agacé. Eh oui, OK. absolument. En quoi la qualité du verre améliore le goût du vin? Dans les clichés, ça va bien les verres aussi. Hein? Ah ouais. Mais ça, là, c'est important. En fait, ça change pas le goût, mais ça change la perception. Moi, je donne souvent comme exemple. Et le plaisir, parce que Ben quelqu'un oui. qui s'achète un bon vin, rouge, par exemple, va vouloir avoir un beau verre large. Tu sais, souvent, Tu sais, c'est puis, ça. Hein? avec la coupe mince, là, parce Ouais. que c'est plus agréable là, de boire Que tu dans vas une casser en coupe lavant la main main, après. À peu près, c'est ça. C'est là qu'on les casse, les verres, quand on les essuie. tu sais. On l'a-tu fait avec nos gros doigts? Hein? Eh, mon Dieu, Eh. ils cassent dans les mains, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, mettons que je te sers un vin dans une tasse. C'est le même C'est un vin. bon exemple, c'est le même vin. C'est le même vin, sauf C'est que sûr que je vais être Ouais. déçu. tu vas être dessus parce que c'est pas la même perception. À moins que je vais être chaud et que je vais prendre une tasse. Ben là, Je ça, comprends c'est une très autre bien. affaire. Non, Ben mais oui. c'est parce que c'est bien que tu parles de ça parce qu'on a de plus en plus d'endroits où on nous sert ça dans des verres de vitre. Oui, des verres, oui. pas Dans- de pied. Là. Dans certains restaurants, là, c'est ça. Là. Moi, j'aime moins. Peut-être que je suis de la vieille école. là. Moi, j'aime ça un vrai verre à vin, là, tu sais, avec la tige puis le pied. Ben oui, tu sais. on a le droit d'être de la vieille école. Oh, on a le droit certain. c'est Ben oui, légal, c'est légal. absolument. Une chance. Fait que la qualité du verre, tu avais dit le standard, celui qui se prend le plus, c'est quoi la grosseur à peu près? Puis Ben, écoute, il y a deux types de verres de dégustation que j'appelle universels. Tu as le verre Inao, Oui. qui est le verre Inao, là, c'est la coupe, ça, c'est la partie qui contient le liquide. Elle est quand même assez haute, OK. ben, plus haute que la tige. Là, et l'important, c'est que la base du verre doit être plus large que son ouverture, de façon à concentrer les arômes. Oui. Il y a ça, puis il y a le fameux vin, le verre allemand aussi, qui est le Spiegelau. OK. Je ne vous l'appellerai pas parce que c'est toute une histoire, là, mais mais ces deux verres-là, moi, je trouve, là, de façon universelle, c'est sûr que oui, il y a des verres qui ont été spécialisés pour chaque cépage. C'est correct aussi.
Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais avec ces 2 verres-là, moi, je trouve que ça va quand même très, très, très bien. Christian, est-ce qu'un vin rouge qui vieillit va devenir automatiquement plus foncé? Non. Ils sont comme nous autres. Ils pâlissent en vieillissant. OK, ça je l'aurais pas su. Tu trouvais la question bonne, puis je dis, mais on se rapportait à dire, ben oui, mais toi, tu dis non. Ça vient plus pâle. Tu regardes, là, tu vas prendre le même vin. Mettons un 2018 versus un 98. Le 98, il va avoir une teinte différente. Il va être plus orangé, parce qu'en vieillissant, le vin a tendance à devenir un petit peu plus orangé, puis il va être beaucoup plus pâle. Parce que souvent, les grands vins de garde, ils forment un dépôt avec le temps. OK. Et ce dépôt-là, c'est quoi? En fait, c'est des tanins, puis des pigments qui composent la couleur, qui deviennent solides. Alors, comme les pigments puis les tanins sont rendus dans le fond de la bouteille, ben, les pigments qui composent la couleur, s'ils sont rendus solides, ben, évidemment, le vin a pâli. Donc, un vin, avec le temps... C'est logique, c'est bon. Exactement. Une bonne explication. Donc, le vin va devenir toujours de plus en plus pâle en vieillissant. C'est le genre de question que tu pourrais poser à bien des gens, puis je pense que plusieurs se feraient avoir. Il y en a plusieurs qui me le disent. Ouais, lui, il est vieux, il doit être foncé. Non, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. OK. Pourquoi et comment peut-on parler d'arômes d'agrumes dans certains vins blancs, surtout les sauvignons? Moi, c'est une question que je me disais, écoute, dans la plante, dans le raisin, il n'y a toujours même pas de pamplemousse, mais Christy, est-ce que c'est une impression ou c'est vraiment... C'est une impression. OK, parce que, tu sais, je me disais, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de... Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est... Donc, explique-moi ça, c'est olfactif, c'est quoi? C'est des molécules aromatiques. Tu vas avoir des fois des molécules aromatiques qui sont semblables, qui vont te donner une odeur qui ressemble à... Comme quand on dit le cuir, il n'y a pas de cuir. Il n'y a pas de cuir. C'est une comparaison avec ce que sent le cuir, mettons. Exactement. OK, je comprends. Tu as des molécules aromatiques qui font dans le cépage, ils vont faire que ça ressemble à ça. T'sais, comme des Barolo, par exemple. Oui. Des fois, ça sent le cuir, c'est ça. Il n'y en a pas. La Réglisse, il n'y en a pas non plus. Mais ça ressemble à ça. Puis tu sais, comme je dis souvent moi, dans mes cours, essayez de m'expliquer une odeur autrement que par comparaison. Impossible. Tu sais, t'as bien beau dire ça sent bon. Ben oui, ça sent bon. Ça me dit rien, quoi, moi, ça sent bon? Mais qu'est-ce que ça sent? Ben, ça me fait penser à du clou de girofle, ça me fait penser à du poivre, à du cuir, à des fraises. Ah, OK. Là, la même personne qui sent la même affaire à côté de l'autre personne, est-ce qu'ils peuvent sentir des choses différentes? Absolument. Absolument, parce qu'on n'a pas tous la même mémoire des odeurs. Parce que toi, tu dis, moi, je pense qu'il y a une tendance vers le cuir. Moi, ça se peut que je ne sente pas ça du tout. Ça se peut. Puis je prends la même. Peut-être tu vas me répondre, je trouve que ça sent un peu la fumée. Fumée, cuir, on n'est pas si loin. Là, okay. Tu vois, là. Puis des fois, moi, je demande souvent aux gens quand je fais une animation, y a-t-il quelqu'un qui est bon dans les fleurs ici? Ouais, OK, mettons une madame, elle lève la main ou un monsieur. Ben, pouvez-vous me donner un exemple d'une fleur autre que la rose, puis le pissenlit, puis le lilas, parce qu'on connaît ça, là? Mettons qu'il arrive, je sais pas, mais mettons les chrysanthèmes. Oui. Bon, OK. Fait qu'on commence une dégustation. Puis si quelqu'un dit, hey, je trouve que ça sent les chrysanthèmes, va se passer quoi, là? Ouais. On va arrêter, on va tout regarder à personne. Mais on est qui pour dire le contraire? Moi, je ne sais pas quoi ça sent. La référence, non. Moi non plus. Je ne l'ai pas, ce référent. On ne peut pas découvrir dans un verre ce qu'on ne connaît pas. C'est impossible. On fait appel à notre mémoire des odeurs. OK. La question suivante, c'est sur la qualité du goût d'un vin quand il est ouvert. Donc, combien de temps? Ça a l'air que ça varie entre le blanc, le rouge, le rosé, tout ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variable? Idéalement, tu vas me dire, on ouvre le vin, on le prend, là? Oui, c'est ça. Mais ça arrive des fois, soit qu'on est rendu à la 4e bouteille, on ne veut pas toute la prendre. Ou au restaurant, on ne veut pas toute la boire, on met un bouchon pour le rapport. On l'oublie sur le comptoir. C'est assez rare qu'on les oublie. Hein? Non, on n'oublie pas ça. C'est ça. C'est sûr que le premier critère, ça dépend combien en reste dans la bouteille. C'est sûr que s'il reste à peu près à 3 cm dans le fond, là, tu as beaucoup d'air dans ta bouteille, puis ça ne se gardera pas tellement longtemps. Okay. C'est préférable de garder ça au froid, parce que le froid retarde un peu l'oxydation. Mais si tu en as, si tu en restes, mettons la moitié. Moi, dans le blanc, j'ai fait une semaine facile. OK. Le rouge, c'est plus tough. Je sens que le rouge, ça va être plus tough. Pas de vacuvin, rien. Zéro, OK. Voilà. Juste le bouchon fermé, serré ou ça ferme? Fermé comme il faut. Là, OK. Et si c'est indévissable, c'est encore mieux. Un autre avantage du dévissable. Hein? Oui. Et en plus, dans un rouge, oui, comme on disait tantôt, il y a un peu moins de sulfite, puis on dirait que les rouges, ça s'oxyde un petit peu plus rapidement. Des fois, 3 jours, 3-4 jours, mais pas bien plus. Forcez-vous, puis buvez-le. Est-ce que, c'est une question large, mais est-ce que vin et fromage sont toujours amis? Vin et fromage peuvent parfois être les pires ennemis, mais parfois les meilleurs amis aussi. On disait tantôt, tu sais, quand on parle de blanc et de fromage,
Aucun problème. Encore récemment, moi, C'est quoi la raison principale, donc? La raison principale, c'est les tanins qui réagissent avec les produits laitiers. OK. Les tanins, là, tu sais, c'est ce qui est dans le rouge qui nous assèche la bouche. Les tanins, c'est très réactif avec la nourriture. Ce qui fait que c'est plus difficile de marier des rouges avec la nourriture que des blancs, à cause de cette possibilité-là. Puis avec les produits laitiers, là, ça développe une amertume. Et cette amertume-là a tendance, gustativement, à gober tout le fruit qu'il y a dans le vin. Alors, qu'est-ce qui reste? L'acidité et des tanins. C'est pas bon. Puis comme parfois, ça peut prendre un goût métallique, c'est vraiment pas agréable. Vois-tu, moi, je l'ai fait vivre à des gens encore récemment. Là. Prenez un morceau de fromage avec le blanc. Le blanc demeure toujours intact parce qu'il n'y a pas de tanin. Donc, le fruit est encore là, le vin continue d'être bon, mais avec le rouge... Il s'éteint? Ah, complètement. Complètement. Il est démoli. Je te dis, le rouge est complètement démoli. C'est pas bon. Quand on s'y arrête comme il faut, là, c'est pas bon. Est-ce que des fromages extrêmement forts, mettons un bleu, un gros bleu, Ouais. ça va être quand même avec du blanc, oui, tout le temps? On avait fait l'expérience aussi avec un sauterne et un porto. Parce qu'un porto, Sucré, c'est là, quand même. sucré Ben oui, pas à peu aussi. près. Parce que le bleu avec des vins sucrés, c'est très, très bon. Parce que c'est des vins qui sont des fromages qui sont très salés, qui ont Oui. beaucoup, beaucoup de goût. Ça va aller Le bien. vin est très, très, très sucré, il a beaucoup de goût aussi. Ça va ensemble. Oui, ça va ensemble parce que le fruité, le sucre du vin avec le sel du fromage, c'est parfait. Par contre, il y a des tanins. Les tanins dans le porto. Parce que dans le porto, ça a beau être sucré, mais il y a des tanins aussi. Alors ça aussi, ça réagit avec les produits laitiers, mais le fait que c'est sucré, ça paraît un petit peu moins, mais le sauterne était le meilleur. Était nettement le meilleur. Je sais que tu n'es pas monsieur carafage de vin, mais la question revient tout le temps pareil. Tout le temps, Oui tout ou le non, temps. y a-tu des cas où tu caraferais un vin, toi? Moi, honnêtement, non. Moi je carafe plus rien là, depuis que j'ai fait des expériences avec ça. Je suis rendu à une vingtaine d'expériences à l'aveugle de fait avec ça. Carafer un vin, en fait, là, on va le faire pour un vin jeune. Parce que des fois, les vins jeunes sont timides. Tu sais, dans le sens où tu vas te mettre le nez là-dedans, puis on dirait, mais tu sens qu'il y a de quoi, mais ça se livre pas. Tu dis, voyons, tu sais, Juste l'ouvrir, mettons, une demi-heure avant, ça ferait-tu le même travail? oh, ça ne changera rien. Absolument rien. OK. Tu sais, on dit que de l'oxygéner, ça va te permettre de libérer les arômes. Je veux bien. Sauf que moi, j'ai fait l'expérience au moins une vingtaine de fois à l'aveugle avec des groupes. Et c'est pas ça qui est arrivé. Ça a produit l'inverse. Le vin qui avait été carafé, en fait, avait beaucoup moins d'arômes que celui qui ne l'avait pas été. Le seul avantage que j'ai vu, c'est un léger assouplissement des tanins. Mais ça, là, c'est ça. Ceux qui vont m'écouter, ils vont encore me dire « Ah, Martel, ça n'a pas d'allure ce que tu Ouais. dis, blablabla. » Ben bon, écoutez, moi, j'ai toujours la même question pour eux autres. Avez-vous fait l'expérience à l'aveugle? Non. Ben, faites-la à l'aveugle. Appelez-moi après. On s'en reparlera. Mais, puis l'autre affaire aussi, j'attends encore qu'on me convainque que ça fonctionne. Mais après plusieurs années, c'est pas encore arrivé. Personne n'est Non, t'a moi, convaincu. je maintiens ma ligne. Ah, t'as le droit. C'est parfait parce que c'est ça que tu as vécu avec 20 expériences Ben, écoute, différentes. Écoute, t'es C'est en ça, mesure. Tu sais, puis c'est des faits, là. J'ai pas inventé ça, là. C'est des faits. Je dirais le plus grand cliché, mais en même temps, ça regroupe beaucoup. On dit souvent vin rouge pour la viande, vin blanc pour le poisson. Ouais. Toujours? Ça, je suis d'accord. Parfait. Ça, là, On part avec ça. En prenant cette ligne-là, t'es sûr de pas te tromper. Fait que si t'arrives dans le chevreuil, t'es pas loin du rouge. Si t'arrives dans... Exact. OK. T'arrives dans le poisson, t'en vas Le dans le porc, blanc, ça vient tu mêlant tombes parce pas. que le porc, il y en a qui disent c'est mieux que du blanc. Fait que là, on est sur la ligne, mais un Là, pinot ça va faire peut- aussi. Oh oui, un pinot va faire. Ou ça peut dépendre de la sauce aussi. Et voilà. Une sauce plus pâle, une sauce à base de produits laitiers. Grosse encore sauce là. sucrée, ça change tout. Eh Là. boy. Ça, là, un tueur de vin. Ah, des fois, c'est effrayant. Le sucre et les épices piquantes. Un tueur de vin. C'est terrible. C'est ça. valable parce que le monde mange de plus en plus piquant. Tu veux tous les produits piquants, tout est rendu piquant. Ben, c'est vrai. Les chips piquants, le ketchup piquant, la moutarde piquante. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Ouais. Puis certains vont dire on est en train de se détruire toutes les papilles parce qu'à force d'être de piquant, tu goûtes plus rien. Ben, c'est ça le problème. Mais il y a une tendance, tu l'as vu, là. Ah oui, c'est sûr. Fait que c'est les sûr. vins, ça amalgame pas avec du piquant. Là. Non, parce que les épices piquantes, au contact de l'alcool, ça met le feu en bouche. Tu sais, déjà, là, puis surtout, on a des vins de plus en plus alcoolisés aussi. T'embarques des épices piquantes là-dedans, là, le feu prend. Alors, quand le feu est pris, ben ton vin, tu le goûtes plus, là, les petites subtilités, t'es perds. Alors, la solution à ça, ou la façon plutôt de contrer ça, c'est de prendre un vin qui a beaucoup, beaucoup de fruits. Moi, les gens qui m'arrivent avec ça, là, ben regarde, on va aller dans le Zinfandel, par exemple. Ouais, Très mais fruité. c'est confituré pas mal. Ouais, Ouais, mais ça au va bien moins, faire. Ça va briller l'affaire, là, ça va éteindre le feu. Même chose pour les sauces sucrées. Les sauces sucrées, ça a l'air drôle à dire, font paraître le vin plus sec qu'il l'est en réalité. Alors là, faut que tu partes fort, s'il veut qu'il reste quelque chose.
Encore là, des Zinfandel, des Merlots américains, puis des Ripasso. Question de curiosité, pourquoi les vignerons, plusieurs, quand ils sont capables, plantent en altitude surtout? Ouais, c'est pour aller chercher de la fraîcheur. OK. La fraîcheur, l'équilibre. C'est pas parce qu'ils aiment ça marcher au 45. Non, au contraire. Mais les meilleurs vignobles sont toujours dans les pentes. Premièrement, l'ensoleillement est meilleur parce que les rayons arrivent en oblique. Ça, c'est une chose. Le sol est mieux drainé. La vigne n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. OK. Alors, une swamp, ça marche pas, là. Non, c'est pas l'idéal. Tandis qu'en non, mais montagne, j'avais pas pensé à ça. OK, donc le drainage ça parfait. Ça se draine facilement. Soleil impeccable. Puis c'est toujours plus frais en altitude. Alors, parce que quand c'est trop chaud, ton raisin va mûrir. Il va être parfaitement mûr. Il va mûrir rapidement. Trop vite. Puis un raisin qui mûrit trop vite n'a pas le temps de déployer ses arômes. Donc, ça va te donner un vin là, qui ne sera vraiment pas intéressant. Question de curiosité, M. Martel. Le cépage le plus répandu dans le monde. Peux-tu essayer une réponse? Ça sera-tu un cabernet? En plein ça? Ben, j'y allais parce que c'est classique. Tu disais Cabernet Sauvignon ou Chardonnay dans le blanc, c'est des plus vieux. Il y en a partout. C'est vraiment le cépage le plus planté. Le cépage qui est facile, qui s'adapte bien à différentes températures, les sols. Puis, question qui nous vient en tête quand on passe à la SAQ. On voit des demi-bouteilles, puis on voit des grosses bouteilles pour les occasions. Ouais. Est-ce que le vin dans des très grandes bouteilles est meilleur que dans des petites bouteilles? Ça, c'est un autre débat qui fait rage. Tu te le fais demander des fois. Oh, il va être aussi bon dans un 3 litres, mettons. Des fois, on entend dans un magnum. Là, ça, c'est 2 bouteilles. Le vin est supposé être meilleur, vieillit mieux. Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que ça revient à ce que je disais tantôt. J'accepte pas l'idée, moi, qu'il y a une communication avec l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Un magnum ou une grosse bouteille, l'obturation, le trou qui accueille le bouchon, si tu veux, là, il a la même grosseur que la bouteille ordinaire. C'est sûr que si tu acceptes le fait qu'il y aurait une quantité d'air qui rentre dans la bouteille... De plus dans une grosse... Ton volume de vin est plus grand, donc tu auras moins d'oxydation. Mais si tu prends pour acquis qu'il n'y en a pas de communication, comme beaucoup de vignerons vont nous le dire, à ce moment-là, ça ne change rien. OK, question de curiosité sur ce que tu dis. Je prends une bouteille de vin, on est 4 autour de la table, on ouvre la bouteille, OK? 30 secondes, 40 secondes, on commence à servir. Pour un maniaque, un connaisseur, celui qui a le premier verre et le dernier verre de la bouteille, y a-t-il une différence? Ou c'est trop vite? Hey, ça, là, c'est une bonne question. Honnêtement, là, je peux pas répondre à ça. Je sais pas. Parce que moi, je me dis la période de temps est ben trop courte pour que ça fasse une différence. Par contre, toi, si tu me dis, j'attends 3 jours avec une bouteille à moitié pleine, là, on va avoir changé. Ou la seule chose que ça va faire, mettons que tu prends une bouteille à 2, c'est sûr que le fait que le vin réchauffe de plus en plus, là, ça va faire une différence. OK. Parce que, mettons, tu prends un blanc qui sort du frigo. Ben là, il est très, très froid, puis le froid recale le côté fruit qu'il y a dans le vin. Fait que ça le fait paraître plus acide. Alors que si, rendu à la fin de la bouteille, le vin a réchauffé, hop, là, ton fruit... Comme moi, dans mes clubs de dégustation, des fois, on va déguster 5 vins. Là. On a goûté un blanc au départ, qui était un peu acide. Puis après ça, je dis tout le temps aux gens, gardez-en dans vos verres, parce qu'à la fin de la soirée, on va tout regoûter à ça. Là, vous dites, hey, c'est bien meilleur que tantôt, le blanc. Pas mal moins acide que tantôt. Ben oui, mais il a réchauffé dans votre verre. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un blanc trop froid non plus. Quand ça sort des frigos, c'est pas bon. Là. 12 degrés. Mais il ne fait pas 12 dans le frigo. Il peut faire entre 4 et 7 degrés. Donc, on a une petite demi-heure? Tu sors 15 minutes peut-être? Mettons le thé de même une quinzaine de minutes. Sortez ça sur le comptoir une quinzaine de minutes. Puis à la rigueur, là, si vous aimez ça plus froid, c'est pas si grave. Vous goûtez moins. Goûtez moins, c'est ça, exactement. Vous ne serez pas malade, là. C'est juste de goûter moins. Non, c'est juste la perception. Mettons que je décide de planter une vigne ou plusieurs vignes, là, combien d'années faut que j'attende avant de penser que je vais récolter du vin? Faire du vin, mettons. Faire du vin, là, 4-5 ans. OK. Il n'y a pas d'affaire de l'année d'après. Il va y avoir des raisins, mais on ne fera pas du vin avec ça. Non, tu ne feras pas de vin avec ça. Ça ne mettra pas riche avec ça. Si j'ai refroidi un vin, est-ce que je dois le garder froid pour le conserver ou je peux le ramener chaud puis le ramener froid après? La bouteille n'est pas ouverte, mettons. Ouais. Là. OK. Non, c'est pas grave. Ça. Okay. Tu peux le remettre, à condition qu'il ne soit pas chaud. Là. Je pensais à le prendre, j'ai mis dans le frigidaire, après ça, je le remets sur la tablette. Oui, mais t'es mieux de le sortir du frigidaire. Okay. Parce que nos frigos d'aujourd'hui, là, c'est des frigos sans givre. Hein? C'est très sec dans nos frigos. Très, très sec. Puis ça assèche le bouchon de liège. Fait que laissez pas ça trop longtemps. Parce que là, si ton bouchon de liège s'assèche, là, il va faire rentrer de l'air dans la bouteille puis ça va s'oxyder. OK. Fait que de toute façon, tu sais, une variation de température, là, c'est pas si grave que tout ce qu'on peut entendre. Est-ce que réchauffement climatique et viticulture font bon ménage? Non, pas tout le temps, non.
Pas tout le temps. Parce que c'est un problème. Présentement, c'est un problème. Là, on le voit. Là. C'est un Tout ce qui s'appelle l'épisode de météo et autres réchauffements. Exact. On ne peut pas nier qu'il y a un réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça dit pour la culture? Souvent, là, les vignerons vont chercher, un peu comme on disait tantôt, des terroirs plus en altitude parce que là, c'est rendu trop chaud. On va essayer d'autres types de cépages. Même, ils font même des expériences. Là, j'ai eu à un moment donné dans la région de Bordeaux avec du Touriga national, qui est un cépage portugais. Puis là, ça amène tout un tollé. Là, on dénature les vins de Bordeaux. C'est sûr qu'il y a de l'opposition à ça. Mais ils disent que c'est dans certains cas, pas partout, les merlots, les cabernets ont peut-être tendance à être trop mûrs. Bon, fait que là, ça crée un problème. Mais non, c'est... Puis dans d'autres cas, dans des endroits plus frais, comme ici au Québec, peut-être que ça peut nous rendre service parce que ça réchauffe un peu. Ça peut peut-être être mieux. Ça peut être bon, effectivement. Puis les méthodes aussi pour protéger les vignes d'hiver sont meilleures. Aussi. Maintenant, ce qui permet de cultiver plus longtemps. Après, tout, c'est... comment il s'appelle en Montérégie? En tout cas, l'orpailleur, c'est ça? Oui, l'orpailleur doit le faire aussi. Puis là, c'est le domaine Saint-Jacques. Oui, OK. C'est ça. Lui, là, il abrille toutes ses vignes avec de la géotextile l'automne venu. Parce que c'est l'hiver qui est problématique ici. Ce qui permet d'avoir un départ plus vite au printemps, j'imagine? Aussi. Puis au moins, ça garde ses vignes. Ils ne sont pas brisés. C'est ça, parce qu'à moins 20 moins 25, là, comme au mois de janvier, c'est ça. Avec un mois de janvier comme on a eu ici, là, oh boy, ouais. Christian, je ne sais pas si tu peux répondre à ça, mais la question, je pense que je ne dois pas être tout seul à me la poser. On réussit très bien des gins sans alcool, au Québec particulièrement, des vodkas sans alcool, la bière sans alcool. Il y a un choix. Je ne sais pas comment ils font dans les épiceries. Je pense qu'il y en avait 15, puis je pense qu'ils ont rendu à 150. C'est une vraie folie. Il y a un grand marché pour ça. Mais le vin sans alcool, à moins que tu me dises le contraire, ça n'a jamais été un grand succès. C'est pas un grand succès non plus. Pourquoi tu penses? Moi aussi, je me pose la question. Moi, je pense que la réponse, là, la meilleure réponse, je pense, c'est à cause des aromates. Tu sais, des gins, là, t'as plein d'aromates. Comme là, je lisais l'autre jour, justement, là. Il y avait les gins sans alcool. Comment ils font ça? Il n'y a pas d'alcool. C'est pas un produit désalcoolisé. Hein? Il n'y en a pas d'alcool. Zéro. Il m'expliquait tu peux avoir un gin sans alcool à 0 calories. Alors qu'une bière sans alcool, tu vas avoir 40-50 calories au moins. Parce qu'il va toujours la quelque chose. De céréales. Dans ce cas-là, c'est des aromates, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui passe dans des alambics. Donc, ils font de l'argent comme de l'eau. Ah ouais! Littéralement. C'est ça. Puis là, il posait la question, mais comment ça se fait que ça se vend cher pareil? Oui, mais c'est parce que l'alcool, c'est très... c'est plus facile de dissoudre un goût dans de l'alcool que dans de l'eau. Fait que ça prend encore plus d'aromates, donc c'est plus complexe. Okay. C'est pas si simple pour que ça goûte quelque chose. C'est pas simple. Effectivement, ça fait des années que je travaille là-dessus. La bière, tu peux jouer avec le houblon, puis certains aromates dans la bière, mais dans le vin, tu vas jouer avec quoi? Puis une autre affaire aussi, là, les gens, mon Dieu, il y en a qui passent proche de perdre connaissance quand je leur montre ça. Regardez les taux de sucre des vins sans alcool. Le monde aime bien ça, regarder les taux de sucre, là, les affichettes de prix, les sucres résiduels. Là. 1,2 grammes, puis ils donnent bonne conscience en disant, il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est très bon de ma ligne. Mais tu sais, les gens, ils ne pensent pas à l'alcool non plus, qui est du sucre aussi, en fait. Là. Dans le fond, ça ne donne rien de regarder ça. Mais par contre, les vins sans alcool, ça va jouer 35, 45, 50, 55 grammes par litre. Es-tu chaud? Non. Pas encore? T'es trop de bonheur? Non, il est trop de bonheur. Mais c'est je savais pas. Ben oui. Sinon? Parce que c'est désalcoolisé. Tu sais, on disait, là, comme on vient de le dire, l'alcool, c'est du sucre. L'alcool a un goût sucré. Alors, si tu enlèves l'alcool dans le vin, tu enlèves du sucre, ça va devenir du vinaigre, ça. Ça ne sera pas buvable. Ça ne sera pas buvable. Je comprends. Alors, donc, ils sont obligés de rajouter. Il faut qu'ils en rajoutent. Ils rajoutent du mou, autrement dit, là, du jus de raisin. Là. Ils vont en rajouter pour remplacer cet alcool-là. Donc, ça devient très sucré. C'est sucré. Pas le choix. Pas le choix. Sans ça, ça ne serait pas bon. Quand on dit un vin équilibré pour Christian Martel ou les connaisseurs, c'est quoi un vin équilibré? Comme dans le blanc, tu as du fruit puis tu as de l'acidité. Un beau mélange. Que les deux s'équilibrent. Okay. Tu sais, dans le sens, moi, je donne souvent comme exemple, là, il ne viendrait pas à l'idée de boire un verre de vinaigre. C'est bien trop acide. Mais si tu rajoutes du sucre, à un moment donné, ça va devenir bon, ça va devenir buvable. Même moi, j'ai déjà lu que le Coke, le Pepsi, tout ça, ça a le même pH que du vinaigre. Mais il y a tellement de sucre là-dedans que ça passe. Donc là, on est en équilibre. Dans le rouge, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute un élément de plus qui est le tanin. Donc, fruits,
acide, tanin. Donc, le tanin, la rugosité, ça goûte pas, ça goûte à rien, sauf que la rugosité... Ça vient du raisin, ça, le Ça tanin. vient de la peau du raisin. La peau du raisin. OK, il faut comprendre. Exactement. Parce que là, on va dire, c'est quoi ça, du tanin? On sait l'effet que ça a, mais ça vient de où, là? Ça vient de la peau. C'est tout à fait naturel, donc c'est la peau. Oui. Puis le tanin, ben, c'est un antioxydant naturel. Écoute, c'est curieux ce que je veux dire, mais ceux qui sont allés dans un endroit où, comment on appelle ça? Ben, les champs Des vignobles. Des vignobles, c'est ouais. ça, je cherchais dans un vignoble. Mettons que tu vas là au mois de juillet parce que tu es allé en Europe en vacances, ça m'est arrivé. Mais tu sais que ça va être récolté juste en septembre parce que le raisin n'est pas prêt, pas une petite minute. Et quand tu croques là-dedans, la face se fait 3 tours. Ah ouais. Ça, c'est le tanin pire que pire ou il y a autre chose? Le tanin puis l'acidité aussi. Là, ça fait grimacer. Là, tu dis, ça se peut pas qu'on mange du raisin de même, mais il n'est pas prêt non plus. Ah, il n'est pas prêt. Il n'est pas mûr. C'est comme une pomme qui n'est pas mûre. L'as-tu déjà essayé, toi? Dans des petits raisins de même, non, ben j'ai déjà essayé des raisins mûrs, là. Mais pas mûr. Mais pas c'est mûrs, quelque chose. non, ça me tentait pas. T'avais raison. Oui, ça me tentait moins. Dis-moi, est-ce qu'une très grande exploitation, une très, très grande compagnie va nécessairement faire juste des vins de volume ou ils peuvent faire des très bons vins aussi? Ils peuvent faire des très bons vins. Moi, ça me fait penser, entre autres, à Gallo. Okay. Gallo, en Californie. Ils ont de l'entrée de gamme beaucoup, eux autres. Eux autres ont beaucoup d'entrée de gamme. Mais Gallo, là, c'est énorme. On peut même pas aller visiter ça, mais moi, j'ai déjà vu des photos de ça. Là. Il paraît que quand tu arrives là, ça a l'air d'une raffinerie de pétrole tellement que c'est gros. Là. Okay. C'est énorme. Mais ils font énormément d'entrée de gamme. Et regarde, là, j'ai un vin actuellement d'eux autres là, à 45 $ la bouteille. Un Chardonnay, vin Cabernet Sauvignon. Ils font des très, très, très beaux vins aussi. Mais c'est pas parce que c'est gros que tu produiras pas de grands vins. Souvent, là, tu vas avoir toujours une petite partie de grand vin, mais c'est sûr que tu as beaucoup de volume, c'est certain. Ma dernière question, cette fois-ci, on en aura d'autres, là, mais mettons que j'ai un très bon terrain, puis que j'arrive avec un cépage, ça se peut-tu que le cépage ne fitte pas là? Ça arrive. Je peux me tromper, donc le cépage au mauvais endroit peut faire toute une différence. Ça arrive. Ça, là, c'est des erreurs qui se sont fait beaucoup, par le passé? Entre autres en Californie. Ils ont fait essai-erreur, c'est ça? Ah, ben, c'est parce Erreur-essai? C'était plus axé sur la vente. OK. Pourquoi il y avait tant de Cabernet Sauvignon puis de Chardonnay? Parce que le monde aimait ça. Ah, le monde aime ça, on va en planter. Ben oui. Mais c'est-tu vraiment le meilleur cépage pour être là? Peut-être qu'un Syrah aurait mieux fait. Okay. Ou peut-être un Pinot Noir. Tu sais, tu vas planter... Ils prenaient des terres pour faire du Chardonnay parce qu'il y avait de la demande, mais c'était pas toujours efficace. Non. C'est ça. Ça ne donnait pas toujours des résultats escomptés. Sauf que là, de plus en plus, on travaille là-dessus, par exemple. Tu sais, ça a beaucoup changé en Californie maintenant. Là, parce qu'à un moment donné, dans les années 90, eux autres, ils ont été pris avec une grosse crise de phylloxéra. Comme il y avait eu en France dans les années 1800, c'est un pou là, qui mange la vigne. Il n'avait pas utilisé, en tout cas, les bons porte-greffes, les bonnes racines, là, si tu veux. Là. Puis il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de vignobles qui ont été détruits en Californie dans les années 90. Dans le fond, ça a été une bonne chose. Ils ont appris? Parce que là, on a replanté les bonnes affaires à bonne place. OK. C'est ça. Là, ça a permis de corriger les erreurs qui avaient été faites dans le passé. Ben, Christian, merci beaucoup. Ah, écoute, c'est toujours un plaisir, Gilles. À bientôt. On a 3-4 fois par année, je suis le fun. Christian Martel, que vous voyez sur son site christianmartel.net. Voilà.